Élection des sénateurs, résolution de l'interinstitutionnel, mécontentement des militants de l'UDPS et puis évaluation de l'accord de Genève de la coalition Lamouka. Nomination aussi, nous allons chuter par là, de Justin Inzoun, directeur général, l'actuel directeur général de l'ANER, continuité ou changement de système. Pour vous, mesdames et messieurs, nous recevons dans Entre les lignes Norbert Yamba, une fois encore, cadre de l'UDPS Tshisekedi, à qui je dis bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour, merci bien pour l'invitation. Je suis encore heureux de vous retrouver sur cette tranche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous abordons directement notre question, notre émission avec la première question. Le chef de l'État, avant de parler du chef de l'État d'abord, il y a eu élection des sénateurs, l'UDPS avec 12 députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aucun député à Kinshasa. Vous êtes cadre de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire que la situation qu'a connue l'UDPS est une situation qui nous a soumis dans une détresse totale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous ayons 12 députés provinciaux et aucun sénateur. Et pourtant, certaines personnes, cadres d'autres regroupements politiques, avaient simplement 3 voix et ils avaient, n'est-ce pas, un sénateur. L'UDPS en avait 12. Il était très clair que nous puissions avoir 4 sénateurs. Tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des corruptions qui a élu domicile dans cet exercice. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que moi-même, j'étais candidat député national et j'ai vu comment les gens se sont comportés. Une volonté très délibérée, véritablement, de tout renfler, de tout prendre pour continuer à goûter le miel. Et on ne veut pas lâcher. Cette situation est due à quoi? Cette situation est due au fait que le pays a connu, durant les 10 dernières années, une corruption endémique et institutionnelle. Vous savez, Dan, que déjà en 2000 jusqu'à 2005-2006, il était très clair qu'on a reçu pas mal de rapports qui nous ont démontré très clairement que le pays était en situation de pillage systématique. Vous vous rappelez le rapport Lutundula qui avait relevé un certain nombre de griefs face aux autorités qui véritablement se sont lancées dans la corruption pour prendre davantage les ressources minières et les vendre dans des circuits. Vous parlez de corruption et vous parlez du système de... Je voulais simplement vous dire que la corruption aujourd'hui chez nous est un sport national. Et c'est comme ça que je suis en train véritablement de répertorier les différents faits qui démontrent clairement que la corruption est une question anormale, normalisée. Et c'est la vie quotidienne en fait d'une classe politique bien identifiée. Simplement parce que le rapport Lutundula, qui n'a jamais fait l'objet de sanctions, le rapport Bakadenja, qui n'a jamais fait l'objet de sanctions, lisez un peu tous les rapports de la Cour d'entente. Je m'excuse beaucoup. Oui. Je parle du régime. Je parle du régime. Il n'y a pas longtemps, en 2013, il y avait la commission Tambombe. De quel régime? Félix Tshisekedi? Non, Félix vient d'arriver, il n'a même pas fait 2 mois. Et donc le régime que nous avons connu qui a fait 18 ans. Mobutu aussi, dedans? Oui, Mobutu n'en parlait pas, ça sont des vérités axiomatiques. Mais le régime qui venait de terminer son mandat, c'est pratiquement dans les traces de Mobutu. Je voudrais insister sur le fait que ce que nous sommes en train d'observer avec l'UDPS, au travers ces députés provinciaux qui véritablement ont succombé dans la tentation d'une corruption programmée justement pour avoir même mise sur les ressources de la République de manière à ne pas donner libre cours aux autres d'avoir un droit de regard. Ce système-là est un système qui véritablement se nourrit d'une volonté délibérée de pouvoir prendre les richesses de la République.
Et c'est comme ça que je vous ai cité la commission Thabo Mbeki, qui a démontré que les ressources de la République, du moins pour les ressources minières... Vous parlez de corruption et vous parlez en même temps du système. Oui, mais le système est infecté par la corruption qui devient... L'UDPS n'a pas été aux affaires. Je pense que l'UDPS c'est le parti traditionnel de l'opposition. Mais comment l'UDPS se retrouve dans le monde de la corruption aujourd'hui? Est-ce que le travail d'éducation du parti n'a échoué quelque part? Comment un parti traditionnellement opposé au régime qu'on a connu puisse être au cœur d'un scandale comme celui qu'on a connu? Non, c'est pas un scandale. Ce scandale est normalisé. Tous les actes que nous avons connus tout au long de ce système, c'est vraiment du scandale en scandale. C'est du scandale en scandale. Ce n'est pas véritablement un problème de l'UDPS. Encore que, il faut reconnaître qu'au sein de l'UDPS, il y en a ceux qui sont venus... Excusez, au sein de l'UDPS, il y en a ceux qui ont été recrutés hier. Il y en a ceux qui ont commencé, c'est pas la vision du parti, il y en a ceux qui ont été recrutés hier, il y en a ceux qui sont recrutés aujourd'hui, etc. On n'a pas le même niveau de conviction. On n'a pas le même niveau de conviction. Et le régime a fait qu'on puisse justement imbéciliser les gens, infantiliser les gens, clochardiser les gens. La pauvreté a élu presque domicile dans toutes les couches de la population. Et donc on en profite pour justement neutraliser. L'idée, ce n'est pas véritablement de construire une dynamique de corruption simple. L'idée, c'est d'humilier l'UDPS. L'idée, c'est de neutraliser l'UDPS. L'idée, c'est de programmer les choses de telle sorte que l'UDPS puisse disparaître. Vous savez que nous avons connu combien de départs? Plusieurs départs de l'UDPS ont été infectés justement par la corruption. On a nommé plusieurs premiers ministres en se ressourçant de l'UDPS par la corruption. Vous voyez? Donc, c'est pas aujourd'hui que ça s'est réalisé. L'idée, en fait, c'est que chacun a reçu mission, je me souviens beaucoup, chacun a reçu mission de pouvoir déstabiliser, déconstruire l'UDPS. Ils n'ont jamais réussi. Et aujourd'hui, cette fois-ci... Parmi les probables solutions, le chef de l'État a convoqué une réunion internationale et qui a abouti à trois mesures principales. Parmi les mesures, il y a la suspension de l'installation du Sénat, le report de l'élection des gouverneurs et aussi l'ouverture d'une enquête judiciaire pour établir la vérité des faits. Est-ce que la réunion ou les institutions de la RDC, les institutions publiques, ont-ils mandat de suspendre l'installation du Sénat? Si cela est le cas, quel article de la Constitution octroie ce pouvoir-là aux institutions de la RDC d'y arriver? Vous savez, Dan, au grand mot, grand remède, le pays est en train de traverser une situation grave, j'allais dire gravissime. Toutes les générations sont brûlées à cause du virus de la corruption. On en a fait profession dans ce pays, au point où le Congo n'a plus d'espérance. Encore que l'espérance doit devenir un devoir. Beaucoup d'institutions qui ont été mises en place pour suivre les infractions ne l'ont pas fait. Les institutions de dissuasion n'ont pas été actives, naturellement, pour mettre fin véritablement à cette situation. Quand le conseiller spécial de l'ancien président, chargé de la sécurité, déplore la corruption, lui-même qui avait la responsabilité, pendant autant d'années, de pouvoir réguler cette question, c'est que la situation devient grave. J'allais dire gravissime. Qu'est-ce qu'il faut? Aucune institution ne s'est levée. Aucune. Ces institutions qui véritablement ont des prérogatives de pouvoir arrêter l'hémorragie, l'érosion. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il reste qui? Je m'insiste beaucoup, c'est très important et je réponds à votre question. Si ces institutions sont inactives, mais qui devient le rempart, l'ultime recours? C'est le président de la République. Et le président de la République constaté ce qui a été déploré par la mouvance, l'ancienne mouvance, déploré par l'opposition au travers le comportement des députés de l'UDPS. Eh bien, le président de la République a fait le rappel de toutes les institutions de la République pour dire, devant une situation où les institutions de dissuasion n'ont pas été en mesure de se lever pour mettre fin à cette situation qui gangrène les institutions de la République, on fait comment? Il faudrait que cette somme d'intelligence puisse réfléchir pour lever un certain nombre d'options.
Et l'option qui a été levée, c'est justement celle de suspendre les élections sénatoriales. Les éminents juristes ont réfléchi et ont produit l'hypothèse selon laquelle la réunion interinstitutionnelle n'a pas de prérogative, notamment de suspendre le Sénat. Et si c'est le cas, quel article de la Constitution octroie le pouvoir? Il n'y a pas d'éminents juristes dans ce pays. Il n'y a pas d'éminents juristes dans ce pays. Ça, c'est le droit gréco-romain non adapté par rapport à notre situation. Ça, c'est notre débat. Il ne faut pas appeler quelqu'un éminent juriste. Vous avez vu un juriste nous donner la voie de sortie? Vous voyez vraiment le droit que nous utilisons ici, c'est un droit conforme à notre pas ontologique, à notre culture, à notre identité culturelle. Non, je me suis beaucoup. Oui. Je me suis beaucoup. Oui. Il y a des Africains aujourd'hui, des panafricanistes, qui réfléchissent à longueur de journée pour avoir le vrai droit africain. Il ne faut pas parler des milliers juristes. Ce sont des perroquins véritablement qui s'inspirent du droit occidental, qui en réalité nous a piégés dans beaucoup de choses qui font que nous ne puissions pas avancer. Mais je réponds à votre question. L'article 69 fait du président de la République les garants du bon fonctionnement des institutions. Non, nous ne parlons pas du président de la République, nous parlons des institutions. Je m'excuse beaucoup, les institutions ont siégé. Les institutions ont siégé. Ouais. Et ces institutions ont levé des mesures. Et le président en a assumé pleinement son leadership pour dire je ne peux pas laisser couler le pays dans la dérive. Si c'est ça ce qui a fait aujourd'hui que nous puissions avoir un budget de 4 milliards de dollars, de 40 milliards de produits intérieurs bruts, contre 581 pour le Nigeria, 400 pour l'Afrique du Sud, 350 pour l'Égypte, ce sont les locomotives, 287 pour l'Éthiopie, le Congo-Kinshasa, en Afrique centrale, 40 milliards seulement. Et on vous dit que lorsque on réduit la corruption dans notre pays à proportion de 30%, et donc on peut monter à un budget de 55 milliards, à 30% seulement, Thabo Mbeki nous dit que 85% de recettes ici, des ressources minières, naturelles, sont volatilisées. Elles sont volées. Mais écoute, alors vous voulez faire quoi? Tout le monde a trouvé que la corruption, c'est une question normale, normalisée. Et pourquoi c'est généralement... Bon, le constat que les gens font, généralement, c'est l'UDPS qui est parfois cité dans les histoires de corruption. Je ne vais pas citer les exemples, mais vous savez que l'UDPS est parmi les partis. On a eu vous avez suivi les négociations qu'il y a eu dans ce pays. Généralement, l'UDPS passe généralement à côté. Quel est le problème avec l'UDPS à ce niveau-là? À côté, ça veut dire? Ça veut dire généralement empêtrer dans les problèmes de corruption. Non. Il y a ce qu'on appelle la machination, la fomentation. Ceux qui gèrent la République, c'est eux qui gèrent et qui volatilisent véritablement les moyens de l'État. Si à un des moments, vous avez entendu, je m'excuse beaucoup, vous parlez des négociations. Oui, à Ibiza, oui, à Venise, il y a eu des négociations, de parler avec la mouvance d'antan. Et on a parlé qu'on avait libéré 3 millions de dollars qui ont été donnés aux leaders de l'UDPS. Nous étions à Venise, parce que j'y étais. Et lorsqu'on devrait discuter, c'est lui qui était le responsable de la mouvance présidentielle d'antan. Il est venu avec un journal le matin et il nous a présenté un journal respectable, crédible, et qui a écrit que lui était à Bruxelles pour remettre l'argent à Félix Tshisekedi, 3 millions de dollars. Et lui-même était là, il avait même besoin de l'argent et les journaux ont écrit. Vous voyez? Et donc, tout le monde a dit non, Félix Tshisekedi avait reçu 3 millions de dollars. C'est de la foutaise. Vous avez suivi à Genève. À Genève, et c'est ce qui a fait à un moment donné la remontée de la Mouka. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Toujours le montant sacré. On a remis à Félix 3 millions et donc Félix a accepté d'aller aux élections. Et quand la Mouka a fini par lâcher prise pour aller aux élections, personne n'a posé la question pour savoir combien on lui a remis pour qu'il puisse justement aller aux élections. De la foutaise, de la machination, de la fomentation. Ce sont des déclarations dénuées de tout fondement. À Genève, il y a aussi eu corruption. Non, mais vous en avez fait allusion, ça c'est évident. On a parlé qu'il y a eu corruption et c'est ça qui s'est généralisé. Moi j'étais à l'intérieur. On nous disait mais pourquoi vous avez été corrompu, vous avez refusé ce qui a été décidé en Genève de ne pas aller aux élections avec la machine. Mais la Mouka qui en réalité avait mis de l'argent sur la place publique, j'ai vu robotiser même toutes les chaînes et les médias parce qu'il y a eu 460 000 dollars
qui était distribué aux gens pour fomenter, n'est-ce pas, cette histoire dénuée de tout fondement. Et le monde, tout notre peuple a compris qu'on a donné l'argent. Il n'a jamais été question. Parce que quand Lamouka lui-même a changé pour laisser sa position de la machine et aller aux élections, il n'a jamais eu corruption. Donc, sincèrement, à toute sincérité, quelqu'un disait, c'est Solomon Yalinganga, c'était un grand journaliste de ce pays, du journal Salongo. Il disait, Elima, il disait que le jour où ceux qui ont collaboré avec certains politiciens comprendront ce qu'ils représentent réellement, ils vont regretter tout le temps qu'ils ont refait confiance. Tant qu'ils ont monté des mensonges, tant qu'ils ont apporté des choses dénuées de tout fondement, le peuple comprendra un jour qui a raison, qui n'a pas raison. Et les fomentations finissent toujours par être mises à la place publique. Donc tout ce que vous apprenez en termes de corruption, ce sont véritablement des déclarations inutiles, des coups de gueule mégaphonés. Mais je tiens à vous dire, par rapport aux députés provinciaux, il y a eu une élite programmée. Vous savez des gens, je me suis beaucoup, des gens de la trempe, des gens qui peuvent être premiers ministres, ministres, etc. Quand on leur donne l'argent, et qu'on leur demande de pouvoir fragiliser leur parti et enfoncer le petit peuple. Donc, quand il y a une volonté de ne pas jouer véritablement la démocratie est une gestion des contradictions. C'est la guerre des idées. Mais si on laisse le terrain de la guerre des idées pour prendre des gens qui doivent faire la guerre avec vous sur le plan des idées, alors ça devient un problème. Si les députés de l'UDPS sont contraints de voter les candidats sénateurs de l'UDPS, où est la place de la démocratie dans cette élection, puisque l'UDPS est réputé comme étant le parti qui a lutté pour la démocratie. Où est la démocratie dans le choix des députés provinciaux à ce niveau-là? On oblige aux députés provinciaux de voter UDPS. Tout à fait. Il n'y a pas de démocratie. Nous avons... Non. La démocratie a ses règles. Et les règles voudraient qu'en fait, lorsque vous êtes majoritaire, à ce moment-là, vous avez une offre politique, vous avez un projet, vous avez un programme, il faut les rendre opérationnels. Alors, pour les rendre opérationnels, il faut être majoritaire. Et si vous n'avez pas de sénateurs, vous n'avez pas de députés, vous faites quoi? Mais où est votre liberté? La démocratie, c'est aussi l'expression de la liberté personnelle. Mais on a des groupements politiques qui partagent avant d'aller. Quand vous faites la propagande, vous faites quoi? Mais vous présentez le projet de société que vous avez, vous présentez votre programme gouvernemental. Et donc, c'est sur base de ce programme gouvernemental qu'on est élu. On est élu député. Parce qu'effectivement, voilà ce que nous allons faire au niveau national, voilà ce que nous allons faire au niveau provincial, voilà ce que nous allons faire au niveau local. Et donc, on vous élit pour que les gens, il y ait plusieurs élus, de manière à ce que nous avons proposé et qui est véritablement piloté par le président de la République soit réalisé, matérialisé. Mais si vous n'avez pas de députés, vous n'avez pas de sénateurs, et donc le problème va se poser étant donné que lorsque vous voulez rendre opérationnel un certain nombre de décisions stratégiques conformément aux réponses que vous avez prévues dans votre programme, donc vous n'aurez pas de gain de cause. Restons à la résolution de la suspension de l'installation du Sénat par la réunion interinstitutionnelle. Sachant que les assemblées provinciales sont majoritairement constituées des députés FCC. Si les élections, là, les sénateurs sont suspendus, qu'est-ce qui va changer dans la configuration du Sénat? Puisque le FCC est majoritaire dans les assemblées provinciales. Vous ne craignez pas qu'on ait toujours une assemblée dominée par le FCC? Mais ça va changer. Tout justement, ces assemblées sont dominées par la FCC parce que c'est un programme, c'est une programmation. Vous voyez. Donc nous ne sommes pas... Non, excusez. Le président de la République, au travers de sa décision, n'est pas contre le Sénat. Il a dit qu'il suspendait. C'est une mesure conservatoire. Mais la responsabilité relève justement de la responsabilité du procureur de faire son travail. Dès lors que les responsabilités sont établies, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas corrompus, qui n'ont pas été impliqués à la citation. Le Sénat va toujours fonctionner. Et la décision, véritablement, de remise en selle du Sénat va être prise. Peu importe le nombre du FCC, peu importe le nombre de députés, peu importe la majorité dans les 24 provinces de la République, etc. Le président Félix va travailler avec le FCC. Mais la particularité de notre constitution, c'est que le président de la République, si le parti adverse à la majorité, ne cohabite pas, mais co-gère avec.
Parce qu'il y a des dispositions qui vous disent que le président, le politique de la République se prennent à concertation entre le Premier ministre et le président de la République. Et donc c'est un exécutif bicéphale. Et le président de la République est le top manager. Et il assume pleinement, n'est-ce pas, des responsabilités en tant que garant de la nation. Vous parlez de la cogestion entre FCC et UDPS ou FCC Cash, votre groupement politique, et vous parlez en même temps de la programmation. Ça veut dire que les élections sénatoriales sont une programmation de, je ne sais pas moi de qui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait fissure entre votre entente, votre nouvelle coalition FCC Cash? Parce que maintenant, vous êtes une nouvelle coalition. Oui, mais nous, en principe, nous sommes dans un processus de coalition, mais le problème, c'est que qui joue le jeu et qui ne joue pas le jeu. Si effectivement nous sommes dans un processus de coalition, on n'aurait pas les résultats que nous avons. Parce qu'en fait, la coalition suppose quoi? C'est un partenariat stratégique. On se dit dans la ville de Kinshasa, qui prend le gouvernorat, qui prend l'Assemblée, vous avez combien, etc. Et parce que nous sommes en coalition, on se partage les responsabilités. Tel n'est pas le cas. Tu vois? Et donc, mutandis au Sénat, dans les assemblées provinciales, etc. Ça va être le cas. Donc, vous avez une partie qui croit effectivement que nous sommes obligés de coaliser l'union sacrée. Les dégâts sont forts, sont graves. Il faut véritablement que les gens ressoudent le coude, construisent des synergies gagnantes pour que nous puissions véritablement répondre aux préoccupations de notre peuple. Mais il y a un autre groupe qui pense et que voilà, c'est l'occasion d'humilier les gens, mais c'est l'occasion d'être seul et de continuer véritablement à goûter le miel et ce qu'il a. Vous êtes dans une coalition et les partenaires de votre coalition rejettent des résolutions de l'inter-institutionnel convoquées par le chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas crise, déjà avant même que vous ne commenciez à travailler? Non, c'est une gestion de contradictions. La démocratie, c'est la gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. Il faut donner un point de vue. La coalition ne suppose pas gober tout. Ils peuvent dire que nous ne sommes pas d'accord à ça ou nous sommes d'accord. Mais croyez-moi, ils ne sont que des privés. Et que le président de la République est président de la République au travers de ses prérogatives. Et que le président n'a pas fait des choses au hasard. Il a appelé, je me soucie beaucoup, il a appelé les grandes institutions de la République, dont on a trouvé là-dedans des gens du FCC. Et donc, ces options sont pour sauver la République. Et le FCC s'est prononcé, ben écoute, on ne peut que l'écouter, parce que nous voulons véritablement construire une dynamique qui permette de rationaliser les décisions. Et bon, on rejette. On dit on rejette en bloc. Okay. Non, on ne peut pas rejeter en bloc. On ne peut pas rejeter en bloc. On ne peut pas. On peut bien comprendre leurs préoccupations, mais lorsque la décision elle est rationnelle, pourquoi pas ne pas continuer? D'accord. On va évoluer sur cette même lancée. Autre question. Comment expliquer aujourd'hui qu'une affaire concernant un parti politique, ne fût-ce parti présidentiel, puisse faire l'objet d'une réunion interinstitutionnelle? Non, ce n'est pas une question de parti du président. Le président n'a pas cette mentalité-là. Le problème, c'est que d'abord, qui ont été les premiers à se retirer? On a vu, il y a des candidats sénateurs qui se sont retirés. On a vu même des personnalités qui sont référencées dans notre pays comme professeur Mabi Moulouma. Il n'est pas de cash. Il est du FCC. On a vu des gens comme le professeur Luzolo Bambi qui s'est retiré. On a vu quelqu'un comme Atundu qui est du FCC, porte-parole, se lamenter par rapport à ces dégâts. Et puis bon, voilà, il y a aussi des militants, les combattants de l'IDPS. Donc, le président s'est levé, simplement parce que la nation est en danger. Parce que la nation est en danger, la responsable, aucune institution de la République ne s'est mise debout. Coup de chapeau au procureur, qui avait déjà lancé sa sonnette d'alarme avant, pour dire qu'on gèle. Il n'a pas été entendu, encore qu'il a l'occasion aujourd'hui, au travers de la présomption d'un certain nombre de faits, qu'il puisse véritablement aller jusqu'à élucider cette situation qui aujourd'hui aggrave la situation déjà précaire dans notre pays. Alors, comment répondez-vous au fait que la veille ou après les manifestations des militants, l'UDPS, après le saccage du PPRD, les sièges du PPRD, Jean-Marc Abound, président AI de l'UDPS, demande pardon au PPRD? Quelques jours après, Augustin Kabouya dit que les militants de l'UDPS étaient plutôt infiltrés et que l'UDPS n'a jamais attaqué les sièges du PPRD.
Comment expliquer cette contradiction entre les hauts cadres d'un parti politique comme l'UDPS? Qui dit vrai, qui ne dit pas vrai? Et donc vous croyez que c'est moi qui va vous dire qui dit vrai ou qui ne dit pas vrai? Et ce sont des hauts cadres. Moi je ne fais pas partie de l'exécutif national. Ce que je sais, c'est que l'UDPS n'a pas les comportements d'attaquer les sièges des autres. L'UDPS considère le FCC comme étant un partenaire, même si le FCC n'a pas conscience, n'a pas le cœur dans l'ouvrage. Mais c'est vrai que l'UDPS doit aller saccager le PPRD. Pour quelle raison? Au moment où ce sont les députés de l'UDPS, et vous l'avez vu en Bujimaï, on s'est occupé véritablement des députés, etc. Mais Kabound, c'est pas... Non, la courtoisie politique d'un dégât qui est arrivé à l'adversaire. Mais on ne demande pas pardon si on n'est pas coupable. Non, mais en fait, il peut y avoir, c'est un langage. Dans son esprit, c'est dire que voilà que nous sommes en coalition, nous ne pouvons pas créer des isanies, nous devons aller dans la même direction et qu'un partenaire a connu un problème, pourquoi ne pas véritablement l'apaiser, les consoler, etc., pour dire que nous sommes ensemble et que nous ne sommes pas capables de poser des actes contrôlés. La dernière thématique de l'émission, nomination de M. Justin Inzoun à la tête de l'Agence nationale des renseignements. Un adjoint de Kalev Mouton qui a géré pendant 8 ans l'ANER, dont le bilan, vous-même vous connaissez. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait continuité, que c'était le second? Non, mais écoutez, mon cher ami, si nous allons toujours craindre, c'est que nous voulons faire une chasse aux sorcières. Ce sont des Congolais. Un vrai leader ne chasse pas. Un vrai leader transforme les gens. Il faut aller avec la présomption d'amélioration de tous les Congolais. Les médiocres deviennent véritablement des hommes et des femmes qui sont capables de s'impliquer dans la dynamique de la reconstruction de la République. Vous ne voyez pas un effet, comme on dit, effet boomerang? Ça veut dire, au lieu que le président change, c'est lui qui est changé en retour. Non, le président n'est pas seul. Nous sommes dans un processus d'une somme d'intelligence. Et l'intelligence collective a toujours été plus performante. Et donc, un seul individu ne peut pas changer tout le monde. Et donc, aujourd'hui, il y a un mélange. Et nous croyons sincèrement que tous les médiocres vont changer. Et donc nous ne pouvons pas dès lors partir d'une hypothèse, d'un postulat selon lequel tel, parce qu'il a travaillé avec tel, il ne changera pas. Et puis finalement on va rester seul. On va dire écoutez, c'est un pouvoir discriminatoire. Nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons simplement que nos frères du FCC comprennent que le grand défi pour le Congo, c'est de voir tous les Congolais se mettre comme un seul homme pour relever le défi, parce que nous sommes victimes d'un discrédit, nous sommes victimes d'une très mauvaise image à travers le monde, et nous avons besoin véritablement de redorer le blason et de démontrer que le Congolais ne vit pas dans l'animalité zéro comme on le croit. Pour terminer, justement, on a parlé de cela, de ce système, changement de système. Qu'est-ce qu'il faut pour que, justement, l'ANER puisse jouer son rôle? Avant qu'on ne prenne même la mission de l'ANER, qu'est-ce que le chef de l'État, dans son programme de 5 ans avant qu'il ne puisse être élu, qu'est-ce que le président de la République prévoit pour que l'ANER puisse jouer son rôle? C'est quoi les missions que s'est fixé le président de la République concernant l'Agence nationale des renseignements pendant ce quinquennat? Le président de la République considère l'ANER non pas comme une agence qui traque les Congolais, mais une agence d'intelligence pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Dans cette agence-là, il doit y avoir des grands intellectuels qui savent faire l'analyse du contexte et qui proposent véritablement des solutions, qui soumettent au président de la République, dans les différents secteurs de la vie nationale, dans le comportement des uns et des autres, et savoir même des hommes qui ont un background, qui correspondrait à telle ou telle responsabilité. Ils sont là véritablement pour jouer le rôle de laboratoire, pas pour traquer les gens, pas pour avoir des cachants pour prendre telle ou telle personne parce qu'il a critiqué les chefs de l'État. La preuve, c'est que vous avez vu comment des meetings se font contre le président de la République. Vous avez vu comment des gens se permettent de dire n'importe quoi contre le président de la République. Personne ne les inquiète. Encore qu'il se sache aussi que le président de la République reste le président de la République. Il a besoin d'une crédibilité, il a besoin d'une notoriété, etc. Quand cela ne tienne, le service d'intelligence, au lieu d'avoir des cachants, pour faire des règlements de comptes, au lieu d'avoir des cachants, pour arrêter même des personnes qui sont hostiles, peut-être au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un service d'intelligence qui va jouer dans l'ombre du président, qui va lui proposer un certain nombre de solutions pour que le Congo avance. Justement, dernière question, un tuyau nous annonce qu'il
il serait probable que le président de la République puisse négocier avec ceux de la Mouka pour co-gérer. Est-ce que la co-gestion, est-ce que le président de la République est capable de co-gérer avec ceux de la Mouka aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Il est président, pourquoi? C'est ça justement être un leader visionnaire, motivateur, transformationnel. Dernière intervention. Oui, et donc, on a intérêt, sincèrement. Le président avec la Mouka se connaissent bien. Plusieurs années, on a lutté pour une seule cause, voir le Congo fonctionner autrement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un président de la République qui croit et qui a le cœur dans l'ouvrage. Je crois que la Mouka comprendrait sincèrement que les agitations, les déclarations martiales, les coups de maton ne vont pas régler quoi que ce soit. Vous savez que j'ai été même inquiet lorsque j'ai entendu les gens de la Mouka dire non, il ne fallait pas suspendre le Sénat, il ne fallait pas ceci, même contre la corruption, donc parce qu'on ne veut vraiment pas du président de la République. Ce n'est pas correct. À ce moment-là, ce sont les gens qui jouent sur leurs intérêts. Mais je ne veux pas aller véritablement me lancer sur cette lancée-là. Je voudrais simplement dire que la Mouka serait la bienvenue et qu'aujourd'hui, on a besoin de la Mouka pour qu'ensemble, nous puissions faire une union sacrée avec les gens du FCC qui, réputés médiocres, mais peuvent changer parce qu'ils seront moulés autrement. Ils ont été moulés dans un autre système, infecté, et nous avons un système sain, et ils vont changer. Pourquoi pas? Les gens du FCC, les membres du FCC vont changer pour l'intérêt général. Mesdames et messieurs, c'est par ces termes que nous bouclons complètement cette émission Entre les lignes. On a parlé des résolutions de l'intérêt institutionnel, des réactions du FCC, de la nomination de Justin Inzoun à la tête de l'ANER et enfin de l'évaluation de l'accord de Genève. Mesdames et messieurs, donc merci de nous avoir suivis. Un prochain numéro est à retrouver avec un nouvel invité pour un nouveau sujet. Entre-temps, je vous dis au revoir et à la prochaine.